Bienvenue du coup à ce webinaire du FC3R sur les jumeaux numériques du système immunitaire. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui trois intervenants donc, sur cette thématique des jumeaux numériques du système immunitaire. Donc, tout d'abord, Philippe Moinjon, qui est pharmacien, ancien interne des hôpitaux de Paris, docteur en immunologie et titulaire d'un MBA en management des technologies. Après plusieurs années à la Harvard Medical School aux États-Unis, il a rejoint l'industrie pharmaceutique où il a acquis une expérience de plus de 30 ans dans le développement de médicaments chimiques et biologiques et exploré les applications de l'intelligence artificielle dans la conception de nouveaux médicaments contre les maladies du système immunitaire. Il est aujourd'hui professeur attaché d'intelligence artificielle en santé à l'Université Paris-Saclay et membre de l'Académie française de pharmacie, où il dirige le think tank sur l'intelligence artificielle. Et donc, il nous donnera aujourd'hui une introduction sur les jumeaux numériques et la médecine de précision appliquée aux maladies du système immunitaire. Nous accueillons ensuite Anna Niarakis, qui est chef d'équipe et professeur titulaire de biologie computationnelle des systèmes à l'Université Toulouse 3 Paul Sabatier et affiliée au Centre de biologie intégrative et au laboratoire de dynamique moléculaire et cellulaire et collaboratrice externe du groupe LifeWare de l'INRIA Saclay. Anna possède une vaste formation scientifique en biochimie, biologie, technologie pharmaceutique, biologie computationnelle des systèmes et bioinformatique, avec une expertise dans les maladies humaines complexes et en particulier les maladies auto-immunes. Elle est co-responsable du consortium DiseaseMap, leader du groupe de travail Building Immune Digital Twins, soutenu par Research Data Alliance Europe. Et elle va nous présenter aujourd'hui ses travaux sur le développement d'un jumeau numérique pour la polyarthrite rhumatoïde. Et enfin, nous terminerons avec Anne-Sophie Baignon, qui est immunologiste des vaccins, titulaire d'un doctorat en biologie cellulaire et moléculaire. Elle a travaillé pendant plusieurs années sur le VIH à la Rockefeller University, la New York University, puis à l'Institut Pasteur. Elle est à présent directrice de recherche au CNRS et responsable d'un groupe de recherche au CEA et va nous présenter les travaux de son équipe et notamment ceux de Vincent Demand, qui n'a pas pu être présent aujourd'hui, sur la modélisation des réponses vaccinales. Donc, je vais à présent laisser la parole à notre premier intervenant, Philippe, si vous êtes prêt. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Doris Lou. Bonjour à Merci à tous et vous. à toutes. Merci aux organisateurs pour m'avoir invité à participer à cet événement. Donc, je vais avec vous partager aujourd'hui quelques idées simples sur les jumeaux numériques et puis leur utilisation dans ce qu'on appelle la médecine de précision, que vous connaissez pour beaucoup d'entre vous, bien sûr, avec un intérêt tout particulier aux applications qui concernent les maladies du système immunitaire. Alors, moi, je suis très intéressé à promouvoir l'IA en santé de différentes façons, et en particulier s'agissant de concevoir et de développer des nouveaux traitements. Et c'est une véritable révolution et, qui est en cours. Et il faut bien comprendre que cette révolution, elle est du fait de l'IA, mais surtout de la convergence avec des technologies du vivant. Ce qui se passe actuellement, c'est qu'on a des technologies de profilage moléculaire, les fameuses technologies multiomiques, mais aussi donc de l'imagerie haute résolution, etc. Tout un tas de sources de données sur l'état de santé des patients à l'échelle individuelle. Et grâce à l'IA et aux sciences computationnelles, on est aujourd'hui en mesure de capter toute la connaissance, toute la valeur de ces masses de données massives et disparates. Et à partir de là, on est également en mesure de concevoir et de positionner tout un tas de nouvelles modalités thérapeutiques. J'en ai mis un certain nombre ici qui existent ou qui sont en développement. Ce qu'il faut retenir, sans aller dans le détail, c'est qu'on est capable de créer des molécules médicamenteuses qui vont cibler un processus biologique à l'échelle de la cellule, de l'ADN, de l'ARN ou des protéines. Et vous voyez que là, il y a une puissance de feu qui est absolument considérable. J'ai écrit récemment un essai qui s'appelle La révolution du médicament par l'IA, dans lequel j'évoque ce que j'appelle un médicament intelligent. Et un médicament intelligent, c'est un médicament qui, grâce à l'IA, bénéficie d'un rationnel scientifique très, très renforcé, en particulier dans sa conception. Et par ailleurs, ce médicament intelligent, il est ultra ciblé à deux niveaux. D'abord, sur un processus biologique bien défini, qui est pertinent dans la maladie, et je dirais même pertinent pour le patient considéré.
Et le deuxième ciblage est d'ailleurs au niveau du patient lui-même, alors le patient individuel ou on va dire des catégories de patients. C'est ce qu'on appelle la médecine stratifiée. Donc ce vers quoi on va, c'est vers ce qu'on peut appeler une médecine computationnelle de précision, dans laquelle on va de mieux en mieux réaliser l'adéquation entre le médicament idéal et un patient donné. Donc on va d'un côté générer des modèles computationnels du patient en intégrant toutes les données qu'on va pouvoir recueillir sur son état de santé. Et par ailleurs également, donc, on a tout un tas de données sur des molécules médicamenteuses qui existent ou qui ne sont pas encore synthétisées et qui nous permettent de prédire tout un tas de propriétés. Je ne vais pas aller dans le détail, elles sont listées pour l'essentiel ici. Et à mesure qu'on avance dans la qualité de ces modèles, on va pouvoir établir des répliques, des jumeaux numériques en fait, du patient et de son problème de santé, jusqu'à aller prédire l'efficacité d'un médicament virtuel chez un patient tout aussi virtuel, et tout ça bien sûr pour nourrir une médecine de précision. Alors, quelques mots sur les jumeaux numériques, une petite définition. D'abord, c'est un concept qui est emprunté aux industries aéronautiques et automobiles. Classiquement, hein, les simulateurs de vol ou de crash test donc, ont été développés par ces industries et pour en fait, et vous voyez le deuxième bullet point, pour en fait simuler une réalité physique. Voilà, donc un jumeau numérique, c'est un modèle réalisé par ordinateur qui simule une réalité physique, mais ce qui est intéressant, c'est selon le niveau de sophistication de ces modèles et leur complexité, eh bien, on va pouvoir extraire plus ou moins d'informations, voire de la connaissance, qui vont nous permettre donc soit simplement de décrire, de comprendre, mais aussi, et c'est ça qui nous intéresse avec les jumeaux numériques, de prédire ce qui va se passer si on perturbe ce jumeau numérique qui classiquement se présente sous la forme d'un système qui met en évidence des composantes et leurs interactions, et les différents intervenants vont illustrer cet aspect-là. Et donc, ça peut avoir une valeur prescriptive, ça peut nous aider finalement à comprendre, à anticiper ce qui va se passer si on interfère avec le système considéré. Alors, concrètement, les applications de l'IA et de ces différents jumeaux numériques possibles aux maladies du système immunitaire, moi j'aime bien les classer de façon un peu simple, voire simpliste, en 4 catégories, hein. Il y a d'abord la modélisation des maladies, à partir classiquement de données de profilage moléculaire de grandes cohortes de patients. On va créer un modèle d'une maladie donnée, c'est-à-dire une représentation de l'hétérogénéité des patients, qui va d'ailleurs nous permettre d'identifier des cibles thérapeutiques particulièrement pertinentes, en particulier parce qu'on suspecte, grâce à ces modèles, qu'elles sont impliquées dans la causalité de la maladie. Ça, c'est un point très, très important. À partir de là, on a d'autres modèles qui nous permettent, une fois qu'on a des idées, des hypothèses solides sur les cibles thérapeutiques, d'identifier des candidats médicaments. Et vous savez qu'aujourd'hui, on est vraiment déjà très précis dans notre capacité à prédire les propriétés de molécules chimiques de synthèse, et également des oligonucléotides de synthèse, mais également, de mieux en mieux, on arrive à prédire un certain nombre de propriétés d'anticorps monoclonaux. Et puis, quatrième catégorie d'application, l'évaluation in silico de l'efficacité et de l'innocuité de traitements et de médicaments. Donc aujourd'hui, vous allez avoir Anna Niarakis qui va nous parler de la modélisation de la polyarthrite rhumatoïde. C'est un exemple donc, de jumeaux numériques dans le domaine de l'immunologie. Et puis, je vais, ainsi que la troisième intervenante, évoquer comment on peut finalement prédire in silico l'efficacité de différentes interventions. Alors, on va parler donc de jumeaux numériques appliqués en santé. Et c'est vrai que dans notre domaine, beaucoup de ces jumeaux numériques sont classiquement des représentations, des modèles d'un organe ou d'un tissu donné. L'exemple le plus classique, c'est celui du cœur vivant qui a été développé par la FDA et Dassault Systèmes. Ce n'est pas le domaine de l'immunologie, hein, c'est bien sûr
le domaine de la cardiologie, c'est-à-dire on représente le fonctionnement du cœur comme une pompe, et donc on peut représenter le cœur sain et en changeant certains paramètres, on va représenter l'insuffisance cardiaque ou bien différentes arythmies. Et sachez que ces modèles computationnels ont été utilisés aux États-Unis pour certifier des dispositifs médicaux, des pacemakers et des stents pour en fait prédire leur efficacité. Et ça a été versé au dossier d'enregistrement de ces dispositifs médicaux et accepté par la FDA. Et puis, il existe également une forme de jumeaux numériques qu'on appelle des patients virtuels, qui nous intéressent tout particulièrement dans le domaine du médicament, parce que, en fait, donc, ce sont des simulations qui reproduisent certaines caractéristiques de patients réels et qui sont créées à partir de données biologiques, mais aussi de données cliniques qu'on va récupérer dans les dossiers médicaux ou à partir de données générées dans le cadre d'études cliniques ou de profilage moléculaire. Et à partir de là, on va créer des modèles un peu sophistiqués qui vont assembler ces données biologiques, ces données cliniques, et également des données sur le candidat médicament dont on veut prédire les propriétés. Et à cet égard, je vais terminer cette petite introduction par une étude qu'on vient de publier, une étude qui a été menée dans le cadre de mon département d'immunologie au sein de Servier. On a créé donc une cohorte de patients virtuels euh, qui miment des patients qui sont atteints d'une maladie auto-immune qu'on appelle le lupus, et en particulier la manifestation cutanée, donc une inflammation sévère de la peau chez un grand nombre de ces patients. Et on était intéressé à prédire l'efficacité d'un candidat médicament, un anti-interféron alpha, un anticorps monoclonal. Donc c'est classiquement un anticorps qui va bloquer toute une voie importante de l'inflammation, donc avec les interférons de type 1. Et ce qu'on a fait, donc on a fait un de ces modèles qu'on appelle mécanistique, dans laquelle on mélange des données cliniques et biologiques pour essayer de mimer donc des patients qui ont donc un lupus. Et on va varier un certain nombre de ces paramètres. Et on a créé ainsi une cohorte de 20 000 patients virtuels. Donc computationnellement, ce n'est pas un problème de générer un grand nombre de patients virtuels. Mais comme vous le voyez sur ce résumé graphique ici, on va on va arrondir au chiffre supérieur, à environ 1000 de ces patients virtuels. Pourquoi? Parce que ceux-là, certains de leurs paramètres critiques ont été inspirés de données de profilage moléculaire de patients réels. D'accord? On a fait du profilage multiomique. Ici, on a les données de transcriptomique sur 300 patients atteints de lupus. Et donc, on a, à partir de là, sélectionné une cohorte de 1000 patients virtuels qui, bien sûr, n'existent pas, mais sont réalistes. Et c'est ça le point important. Et on a pu montrer dans cette étude qu'on arrive à prédire parmi ces 1000 patients, c'est beaucoup, hein, par rapport à ce qu'on est capable de mettre dans les études cliniques de phase 2, ça nous permet de générer beaucoup de données. Et en l'occurrence, on a, à partir de cette cohorte de patients virtuels, identifié des paramètres nous permettant de différencier les patients virtuels prédits comme répondeurs versus non répondeurs. Et ça, c'est très important pour nous pour identifier des candidats biomarqueurs, y compris avec des valeurs seuil quantitatives pour ces candidats biomarqueurs, pour sélectionner des patients qui sont prédits comme répondeurs à ce traitement anti-interféron alpha. Vous imaginez, pour une industrie pharmaceutique, c'est une information extrêmement importante pour concevoir des études cliniques confirmatoires et en prenant les bons patients. Pour ceux que ça intéresse, donc cette étude vient d'être publiée dans eScience et donc vous pouvez la récupérer en pré-publication. Voilà, je vais m'arrêter là. Je ne sais pas s'il y a des questions déjà qui me sont dirigées, auquel cas je pourrais peut-être y répondre. Sinon, les organisateurs me le transmettront par voie écrite. Je vous remercie. Formidable. Aujourd'hui, je vais essayer de,
de vous présenter rapidement ce que nous avons fait dans mon équipe pendant à peu près 10 dernières années. Donc, je ne vais pas trop parler pour le concept de jumeaux numériques. Philippe a déjà fait avec beaucoup de détails. Je voudrais juste insister sur le fait que le jumeau numérique représente une technologie clé pour la santé de précision. Et un jumeau numérique nécessite l'intégration de données de différentes couches biologiques ainsi que de données multimodales. Multimodales comme l'historique, mais aussi les symptômes autodéclarés par le patient, l'imagerie, avec les données classiques des biomoles, de biocelles et de données omiques. Les jumeaux numériques médicaux, dans le cadre idéal, sont constitués de modèles informatiques qui sont au milieu dans l'équerre de ces dispositifs qui représentent l'état de santé de chaque patient au fil du temps, permettant ainsi de trouver de thérapies optimales et aussi la prévision du pronostic du patient. J'ai dit dans le cadre idéal parce que nous ne sommes pas encore là. Il y a beaucoup de défis, surtout sur la puissance des calculs, la puissance computationnelle. Ici, j'ai mis comme un exemple pour un Space Shuttle, on a à peu près une centaine de millions de choses qu'il faut simuler. Pour le corps entier, on a à peu près 1000 milliards de cellules. Donc, il nous faut des approches théoriques, des approches informatiques et des approches biologiques pour arriver à modéliser la complexité du corps humain. La réponse immunitaire, c'est vraiment très important. La réponse immunitaire de notre corps est vraiment nécessaire pour notre survie et de nombreux problèmes de santé impliquent les systèmes immunitaires. On a des infections, on a des traumatismes, mais on a aussi des cas comme les maladies auto-immunes où il y a cette dérégulation du système de réponse immunitaire qui va conduire à une maladie. Très souvent, l'étiologie pour ce déséquilibre, cette dérégulation n'est pas connue, mais on sait très bien que les symptômes pour la plupart de ces types de maladies sont débilitants et assez douloureux. La réponse immunitaire est très complexe aussi et très souvent est variable selon la maladie et selon les patients. On n'est pas tous les mêmes, donc nos réponses, notre historique, nos capacités de répondre aux infections et aux attaques ne sont pas les mêmes et ça nécessite vraiment une modélisation particulière, individuelle, qui n'est pas toujours facile. Une manière d'organiser cette complexité, de naviguer sur cette complexité et cette vraiment chaos de la réponse de notre système immunitaire, c'est de commencer à construire des réseaux, des interactions pour organiser mieux les différents types d'informations, les différents types de données. Les réseaux sont faciles à comprendre parce que dans les organismes vivants, il n'y a rien qui va agir en isolement. Donc, très souvent, étudier une protéine, ça veut dire aussi étudier le voisin, étudier les régulateurs, les récepteurs, les protéines qui sont capables de former des complexes avec la protéine d'intérêt. Donc, former des réseaux dans différents niveaux, le niveau intracellulaire ou moléculaire, les niveaux cellulaires, mais aussi les niveaux tissulaires au niveau des organes, ça nous permet de organiser les différentes couches d'informations biologiques, mais aussi de créer des interfaces pour l'intégration de ces types de données et essayer de voir si on peut passer à l'échelle. Depuis plusieurs années, notre cas d'étude, c'est la polyarthrite rhumatoïde. La polyarthrite rhumatoïde, c'est une maladie auto-immune complexe avec une étiologie pas connue. On sait très bien que pour certains patients, la manifestation de la maladie vient avec la production de auto-anticorps et il y a aussi des interactions entre les cellules résidentes dans l'articulation et les cellules immunitaires qui sont capables d'infiltrer
l'articulation. Et ça, si c'est n'est pas traité, on peut avoir d'inflammation chronique et d'hyperplasie synoviale avec d'angiogénèse, ostéoclastogénèse qui vont conduire à une destruction du cartilage et à l'érosion osseuse. On sait très bien que ce qui se passe dans l'articulation, c'est assez compliqué, c'est un système assez complexe avec de cellules résidentes comme le synoviocyte, le fibroblast, le macrophage, qui vont subir un changement phénotypique dans deux conditions hypoxiques dans l'articulation et très souvent, ils vont participer à cette chronicité de l'inflammation. Avec le développement de traitements biologiques, la plupart des patients ont trouvé vraiment beaucoup de soulagement. Néanmoins, 40% de patients ne répondent pas au traitement. Donc, c'est vraiment un défi pour trouver de nouvelles combinaisons, de nouvelles cibles thérapeutiques via une approche globale, systémique. Avec le soutien de Sanofi, nous avons eu cette idée d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans l'articulation et si c'était possible de créer une articulation virtuelle. Donc, au début, nous avons ciblé 4 types cellulaires d'intérêt pour des raisons d'intérêt de la part de Sanofi, mais aussi, c'était aussi une question de disponibilité des données. Donc, nous avons choisi les deux types de macrophages, M1 et M2, le fibroblast et les cellules CD4 TH1. L'idée, c'était de créer des réseaux mécanistes intracellulaires pour essayer de modéliser des interactions et la propagation du signal une fois que la cellule était capable d'interagir avec les milieux extracellulaires dans l'articulation. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais nous avons réussi à créer cette base de données sous forme de réseaux qu'on appelle VRA Atlas, avec des réseaux à large échelle, très détaillés et très mécanistes, qui sont difficiles à lire pour les humains, mais qui sont facilement traités par les algorithmes. Donc, les réseaux suivent en forme de cellules. Donc, on a les milieux extracellulaires, la partie membranaire, le cytoplasme et aussi le composant sécrété et les phénotypes ontologiques comme l'apoptose, la prolifération. Vous pouvez voir ici sur le zoom qu'on peut représenter avec un langage graphique de biologie des systèmes toutes les étapes moléculaires mécanistes de processus biologiques. Nous avons aussi développé des approches statistiques pour analyser des données omiques single cell. Ici, nous avons analysé des données ARN sec. Et l'idée, c'était vraiment d'essayer d'inférer des interactions bidirectionnelles. Donc, essayer de comprendre comment les cellules sont capables de parler l'une à l'autre. Donc, nous avons inféré des interactions entre le fibroblast, le macrophage et les fibroblastes, et les TH1 avec le fibroblast et les macrophages. Nous avons aussi utilisé plusieurs plateformes et des approches statistiques pour éviter d'introduire trop de bruit. Et à la fin, nous avons essayé d'intégrer la partie intercellulaire sur le réseau d'Atlas pour la polyarthrite rhumatoïde. Chaque cellule est capable de recevoir, mais aussi de sécréter des molécules qui vont jouer le rôle des ligands pour une autre cellule. Donc, on a cette approche bidirectionnelle et à la fin, nous avons construit un réseau assez détaillé de 2232 composants avec à peu près 1500 interactions avec 120 interactions intercellulaires parmi les interactions totales. Mais l'idée, c'était d'ajouter une couche mathématique pour essayer de perturber ce système et voir le comportement émergent et aussi étudier la dynamique. Nous avons créé des approches et des outils informatiques pour avoir une représentation un peu plus simple
et compact de ces réseaux détaillés. Donc ici, vous pouvez voir un exemple où on a une phosphorylation. Pour le modèle, on va passer sur une représentation plus simple où on va garder seulement l'influence, donc X, capable d'activer ou d'avoir une influence positive sur RAF1. En même temps, nous sommes capables d'inférer de relations sous forme de fonctions mathématiques pour tout le composant dans nos réseaux. Ça fait quelques années avec mon équipe que nous avons essayé de pousser un peu à la limite concernant la taille de ces types de modèles exécutables. Donc, depuis 2022, nous avons eu des modèles progressivement plus complexes et plus larges jusqu'à décembre 2024 que nous avons réussi, avec l'aide de Sanofi aussi, d'avoir un modèle de 1100 nœuds avec 240 inputs et à peu près 2000 interactions complètement exécutables pour faire des simulations. Ces modèles est prêt pour être exécuté sur les plateformes de simulation comme celle collective. Donc, vous pouvez faire de perturbations de votre système en faisant in silico knockout ou knock-in. Vous pouvez faire de combinaisons et vous pouvez regarder l'évolution de votre système. Nous avons utilisé cette approche et ces modèles pour reproduire des expériences biologiques sur le même système et sur la même maladie, mais nous avons aussi utilisé ces modèles pour faire des simulations et des hypothèses pour trouver des combinaisons qui n'ont jamais été essayées et testées pour la maladie. Nous avons aussi essayé de voir qu'est-ce qui se passe dans l'articulation en global, mais aussi dans chaque type cellulaire que nous avons étudié avec notre modèle. Ensuite, nous avons aussi effectué une analyse de repositionnement de médicaments pour les cibles déjà identifiées comme cibles potentiellement thérapeutiques pour le patient de la polyarthrite rhumatoïde. Comme j'avais montré au début, les systèmes immunitaires, c'est très complexe. Donc, avec beaucoup d'efforts, on était capable de simuler un modèle avec 1000 nœuds. Mais ce n'était pas très facile. La première simulation a pris à peu près un mois avec parallélisation du code et des approches théoriques que nous avons développées. Nous avons réussi à avoir des simulations dans quelques heures. Néanmoins, c'est difficile d'ajouter plus de complexité avec la même manière. C'est pour ça que nous avons pensé que l'effet babouchka, une approche babouchka, une approche nested, c'était pas une mauvaise idée, où on peut avoir des cellules modélisées comme des agents, et pour certaines cellules, on peut introduire ce type de réseau mécanisme très détaillé comme système de décision. Donc comme ça, on peut jouer avec la complexité et on peut aussi réconcilier un peu les différents types d'échelles. On peut utiliser des données omiques pour inférer des réseaux mécanistes intracellulaires et on peut utiliser les agents avec des attributs et des comportements pour modéliser d'une manière un peu plus macroscopique les systèmes immunitaires. Nous avons créé une articulation. Maintenant, avec cette approche, on peut aussi ajouter des choses qui sont plus intéressantes à monitorer, à voir leur évolution en fil de temps, mais aussi on peut ajouter cette notion spatio-temporelle et avoir une idée concernant l'évolution de l'inflammation, de la destruction du cartilage, de l'érosion osseuse aussi, et aussi avoir une idée concernant le nombre de différentes populations dans l'articulation. On peut avoir des informations, pas seulement pour l'articulation, mais on peut aussi jouer avec le nombre de différentes populations cellulaires au début. On peut aussi avoir des simulations concernant l'injection de médicaments comme l'infliximab, méthotrexate ou tocilizumab, juste pour vous donner un exemple. Et en même temps, on peut aussi avoir l'évolution des cytokines et aussi des ratios entre les différents types cellulaires, le plasmocyte ou les macrophages. Ils sont des observations qu'on peut facilement
plus ou moins facilement, de comparer avec des mesures et des observations cliniques et précliniques. Donc, à la fin, c'est qu'on aspire à construire, c'est un écosystème où le jumeau numérique ou le modèle, la partie informatique, serait une étape parmi un processus qui va lier la production des données, l'utilisation des données humaines, mais aussi des données des modèles sur les animaux, pour avoir des prédictions et de vérification des prédictions de nos modèles. Et une fois que les modèles est assez efficace et robuste, que ça pourrait être utilisé pour réduire le nombre des animaux dans des expériences, dans des laboratoires expérimentaux. Donc l'idée, c'est pas de remplacer 100% à cette étape les expériences et les données qu'on peut utiliser. Mais l'idée, c'est vraiment de essayer d'utiliser dans la manière la plus pertinente toutes les données qui sont déjà disponibles pour calibrer et paramétrer ces types de modèles pour qu'on puisse ensuite passer sur des approches in silico et in vitro en utilisant des systèmes humanisés comme les organoïdes par exemple ou des cellules qui proviennent de patients. Je vais finir ici pour ne pas monopoliser le temps. Je voudrais remercier mon équipe à Paris-Saclay, à Evry Paris-Saclay avant de venir ici. Notamment Nawel Zerouk qui a fait sa thèse, une thèse CIFRE avec Franck Gauzet à Sanofi. L'équipe Lifeware à l'INRIA avec des approches théoriques, Benjamin Roll UCL, et aussi je voudrais aussi remercier le centre parce que le centre a financé Diogène, un projet pour continuer le développement de ces jumeaux numériques qui m'a permis de recruter Nicolas Ricor qui continue à travailler sur cet aspect et qu'il est responsable pour les simulations et les articulations que vous avez vues à la fin de cette présentation. Et avec ça, je voudrais vous remercier et je suis prête de recevoir vos questions. Merci beaucoup. Eh bien, bonjour à tous et merci pour votre invitation à vous parler des travaux de thèse de Vincent Demant sur la modélisation des réponses vaccinales. C'est un travail qui est issu d'une collaboration entre Dassault Systèmes et IMIT. Et merci à Philippe et Anna pour leur présentation très inspirante. Alors aujourd'hui, on dispose vraiment d'une belle panoplie de vaccins en fait pour nous protéger des maladies infectieuses et également en fait d'une solide connaissance empirique en vaccinologie sur les variables à la fois des vaccins et de la vaccination et de l'hôte qui influencent en fait les réponses immunitaires aux vaccins, ainsi que de solides connaissances en immunologie fondamentale. Et pour autant, en fait, il y a un gap et des difficultés à intégrer en fait ces connaissances à la fois empiriques et fondamentales pour nous aider à concevoir de manière plus rationnelle des vaccins aujourd'hui en 2024, une conception plus rationnelle qu'on espérerait donc plus rapide pour inventer des nouveaux vaccins ou améliorer des vaccins qui seraient imparfaits. La biologie des systèmes, en fait, est une approche prometteuse pour cette conception et ce développement plus rationnel de vaccins. En fait, elle a pour but, finalement, d'étudier des interactions complexes de systèmes biologiques et elle se base sur des données expérimentales de grande dimension et sur des méthodes computationnelles avancées. Et la vaccinologie des systèmes, c'est juste de la biologie des systèmes appliquée aux réponses des vaccinés aux vaccins. Et ces dernières années, en effet, l'intégration et la modélisation statistique des données omiques nous a permis de, par exemple, identifier des signatures prédictives de la réponse immunitaire aux vaccins ou de leur efficacité de protection contre l'infection ou la maladie ciblée. Pour autant, en fait, la vaccinologie des systèmes, elle vise à aller plus loin que ces modélisations statistiques. Elle vise à construire des modèles mécanistiques exécutables
finalement, pour nous permettre pas juste d'identifier des signatures prédictives, mais pour nous permettre des simulations in silico, prédire des comportements, déduire des hypothèses mécanistiques et les tester virtuellement pour améliorer nos connaissances du mode d'action des vaccins et accélérer leur développement. Alors, c'est quoi un modèle mécanistique? C'est une représentation simplifiée d'un système, évidemment, qui mime les interactions entre ces différents composants. Et comme l'a souligné Anna, ces systèmes et ces interactions peuvent être très complexes. Et pendant longtemps, cette complexité a limité la taille et la connectivité des modèles qui ont été étudiés. En pratique, nous, on a réalisé des études précliniques d'immunogénicité ou d'efficacité vaccinale qui nous ont permis, par exemple, ici, d'établir des graphes de co-expression qui relient entre elles des variables en suivant leur corrélation. Et on a pu identifier ce qu'on appelle des hubs, c'est-à-dire des variables hyper connectées, et émettre l'hypothèse que ces variables jouaient sans doute un rôle important dans l'immunogénicité du vaccin. Mais c'était assez frustrant puisqu'on ne pouvait pas directement, avec ces graphes de coexpression, tester des hypothèses mécanistiques. Et c'est ça qui a vraiment motivé notre envie d'explorer les capacités de modélisation mécanistique des réponses au vaccin. Et plus spécialement d'explorer la modélisation booléenne du fait de caractéristiques précieuses que je ne détaillerai pas ici, mais qui nous laissaient espérer pouvoir en fait construire des réseaux suffisamment vastes et complexes pour refléter suffisamment la réalité biologique d'une réponse au vaccin et que ça pourrait contribuer à améliorer la réponse au vaccin. Nous nous sommes donc finalement fixé 3 objectifs: de concevoir une méthodologie pour construire et analyser de tels réseaux booléens de réponse vaccinale, de valider cette méthodologie en comparant le modèle à des données expérimentales, et d'appliquer cette méthodologie de modélisation pour générer des hypothèses mécanistiques et identifier des stratégies d'amélioration de vaccins. Et nous nous sommes, dans un premier temps, focalisés sur les réponses immunitaires précoces innées induites par un vaccin particulier qui est le MVA pour Modified Vaccinia Ankara. Le MVA, c'est un orthopox virus qui dérive du virus de la vaccine, et c'est un vaccin vivant atténué, d'ailleurs très atténué, qui est autorisé, approuvé contre la variole et contre Mpox. Et c'est aussi un vecteur vaccinal recombinant et autorisé contre Ebola. Et c'est un vaccin encore améliorable finalement pour induire une réponse antigène spécifique de plus longue durée. Et nous avons modélisé les réponses sanguines précoces innées d'animaux immunisés avec le MVA par injection intradermique. On avait comme données à notre disposition des expressions de gènes et des abondances de cellules dans le sang au cours du temps. Notre stratégie de modélisation, elle combine, elle allie des connaissances préétablies qui permettent de construire un modèle qu'on appelle naïf, un modèle booléen qu'on appelle naïf. Et on allie à ces données et ces connaissances préétablies des données expérimentales pour calibrer ce modèle naïf, qui devient donc un modèle calibré qu'on peut simuler et perturber. L'analyse de la littérature disponible sur les voies de sensing du MVA ou du virus de la vaccine et les données des réponses immunitaires innées induites par ce type de vaccin nous ont fait sélectionner 3 voies de signalisation KEGG, le sensing cytosolique des molécules d'ADN, la voie NF-κB et les voies impliquées dans l'apoptose. L'importation et la fusion de ces différentes voies a généré un réseau booléen naïf
des réponses innées au MVA, un assez grand réseau de régulation avec à peu près 200 gènes. Puis, nous avons calibré ce réseau naïf à partir de nos données expérimentales précliniques, préalablement filtrées pour leur significativité statistique et binarisées à l'aide d'un outil que nous avons développé, appelé GCalCal, mais que je ne discuterai pas aujourd'hui, pour générer ce réseau calibré. Alors, la question, c'est est-ce que ce modèle est bon, puisque finalement, nous nous sommes limités à seulement 3 voies de signalisation. Si on s'intéresse en premier lieu aux abondances cellulaires, on observe, comme montré ici, en comparant les abondances cellulaires simulées et les abondances cellulaires expérimentales binarisées, eh bien, on observe une bonne correspondance avec finalement à l'échelle du réseau entier 87% des expressions de gènes binarisés correctement prédites, et ça c'est vraiment encourageant. Mais pour évaluer la signification biologique de ce modèle des réponses au MVA, nous avons voulu le perturber. Comment perturber ce modèle? Il y a en fait dans la littérature plusieurs études à la fois in vitro ou in vivo chez la souris, plusieurs études qui rapportent en fait l'immunogénicité de MVA mutants qui ont été délétés de certains de leurs gènes viraux décrits comme immunomodulateurs et finalement plus qu'immunomodulateurs, immuno-inhibiteurs des réponses de l'hôte. Et donc, cette littérature nous apporte les conditions perturbées idéales pour valider notre modèle, puisque ces données n'ont pas été utilisées pour le construire. Cependant, en fait, notre modèle, il modélise les réponses de l'hôte et pas le vaccin. Et donc, nous avons traduit l'inactivation des protéines de l'hôte par des protéines du MVA parent en activation des protéines de l'hôte en réponse au MVA triple muté délété ici du gène C6L, K7R et A46R décrits comme inhibant ces différentes voies. Alors, voilà les résultats de la comparaison entre le réseau, le modèle perturbé en réponse à cette vaccination avec le triple mutant et le MVA sauvage. Et on voit que finalement, en ne perturbant seulement 7 nœuds parmi les 200 nœuds du réseau, on a des changements assez substantiels. Ici, quand on se focalise à l'analyse des populations cellulaires et de quelques gènes clés, ou quand on s'intéresse au réseau entier. Et plus spécialement, qu'est-ce qu'on a pu observer en perturbant ce modèle? Une augmentation plus précoce de certaines cytokines inflammatoires, comme on le voit ici, ou une augmentation de certaines populations cellulaires qui peuvent être responsables d'une inflammation accrue et se traduire par une réponse anticorps ou T différente. La grande question, c'est est-ce que ces données de perturbation, donc virtuelles, concordent avec la littérature? Oui, comme on peut le voir ici, avec des données précédemment publiées de stimulation in vitro d'une lignée humaine myéloïde, THP1, avec différents MVA, mais y compris ce MVA triple mutant, et la production de cytokines mesurées par RT-PCR quantitative, ce qui valide notre modèle des réponses au MVA, mais de manière plus large, notre méthodologie de modélisation. Passons à notre troisième objectif, qui est vraiment le but. Comment exploiter ce modèle des réponses au MVA pour optimiser ce vaccin? Donc, il y a deux finalement façons d'exploiter ce modèle en partant des connaissances d'experts
Et nos collègues espagnols, Juan Garcia Arriaza et Mariano Esteban, à Madrid, nous ont partagé leur intérêt de construire et tester un quadruple mutant qui serait délété dans une autre protéine virale, N2L, décrite comme inhibant IRF3. Et on voit ici la comparaison entre ce quadruple mutant et le MVA parent, et l'effet sur certaines populations cellulaires ou certaines cytokines inflammatoires qui pourraient nous donner envie d'explorer plus loin ce mutant. Mais une deuxième façon d'exploiter ce modèle, c'est par conception plus rationnelle. Et ici, nous avons comparé le modèle de réponse innée au MVA aux réponses d'un vaccin de référence connu pour son efficacité, et plus spécialement le vaccin contre la fièvre jaune qui induit une mémoire immunitaire à long terme après une seule vaccination. Pour cela, nous avons construit un réseau booléen naïf consensus en sélectionnant sur la base de la littérature 3 voies de signalisation KEGG, RIGAI, Toll-like receptor et mTOR. Et on a construit donc ce réseau naïf de 300 nœuds avec un peu plus de 500 interactions. Et ce réseau naïf consensus a été calibré avec les données expérimentales de préclinique de réponse induites par le MVA d'un côté, et avec les données expérimentales induites par l'immunisation avec le vaccin contre la fièvre jaune qui s'appelle le Yellow Fever 17D. L'analyse dynamique comparative de ces deux réseaux booléens nous montre qu'ils sont différents dans leur dynamique, mais comme attendu des données expérimentales. Et on voit par contre dans tous les cas que les deux modèles matchent bien avec les données observées. Ici, je ne montre que les abondances cellulaires qui sont correctement prédites à 98% et 100% respectivement pour le modèle des réponses au MVA et à la fièvre jaune, et dans le même ordre d'idées quand on s'intéresse au modèle entier. Une analyse d'efficacité nous a montré que finalement les mêmes nœuds sont importants dans les deux réseaux, mais ça suggère en fait que les propriétés structurelles de ces deux réseaux booléens sont similaires, avec toutefois des signaux d'entrée différents. Donc la question, c'est comment perturber ce signal d'entrée du MVA pour le rendre Yellow Fever 17D like. Et donc, nous avons pu explorer différentes stratégies d'optimisation du MVA en essayant de forcer ces réponses immunitaires pour qu'elles ressemblent à celles induites par le vaccin contre la fièvre jaune. Et nous avons pu tester virtuellement un nouveau mutant délété de K7R qui est décrit comme interagissant avec TRAF6, un autre mutant jamais créé et évalué, délété de la protéine virale F17R qui est décrite comme interagissant avec mTOR. On voit dans un cas un effet sur la réponse inflammatoire qui pourrait justifier de tester au moins virtuellement ce mutant en combinaison avec d'autres délétions. Quant au delta F17R, il a eu peu d'impact dans ce contexte de délétion unique, et on pourrait essayer de le combiner également avec d'autres délétions. Nous avons aussi ciblé l'hôte plutôt que le vaccin et testé l'inhibition de la voie RLA sur la base de crosstalk décrits dans la littérature entre les voies NF-κB mTOR, avec un effet sur les cytokines inflammatoires, mais pas d'effet sur la voie MAP kinase qui domine en fait dans la réponse au vaccin contre la fièvre jaune, aussi bien dans notre modèle que dans les données expérimentales.
Pour conclure, je pense que nous avons rempli nos 3 objectifs avec la mise au point d'une méthodologie solide de modélisation qu'on a pu valider et l'exploitation préliminaire de ce modèle des réponses au MVA pour l'améliorer. Alors, nos résultats sont encourageants, mais ils ouvrent beaucoup de perspectives pour raffiner notre méthode de modélisation. En fait, ça serait quand même important d'inclure les réponses anticorps et T dans ce modèle, d'inclure les réponses pas seulement sanguines comme ici, mais les réponses observées au site d'injection du vaccin ou dans les ganglions drainants, d'utiliser des informations dérivées de machine learning, par exemple sur les réponses au vaccin, mais clairement, on se dirige vers une capacité à construire des jumeaux numériques du système immunitaire pour personnaliser les vaccins. Alors aujourd'hui, je ne pense pas que l'immunisation in silico soit prête pour remplacer l'expérimentation animale, tout comme les autres alternatives qui sont en développement. Mais sincèrement, je pense que ça peut contribuer à réduire en fait le nombre d'animaux en expérimentation, puisque ça aide à sélectionner et à prioriser les stratégies qui sont les plus encourageantes et qui seront les seules à être évaluées en modèle préclinique. Donc, je m'arrête là. Je remercie et je félicite Vincent Demant, puisque c'est son travail de thèse que j'ai présenté, et notre petite équipe d'encadrants avec Marine Siantard, Philippe Castera et Laurent Naudin à Dassault Systèmes, ainsi que les collègues d'IDMIT et Dassault Systèmes et les collaborateurs au Vaccine Research Institute, au CNB, CSIC et à Sanofi Pasteur. Et je vous remercie pour votre attention et je suis impatiente d'avoir vos questions. Merci.